Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on s'est pu retrouver dans un décor comme celui-là, ça fait longtemps que j'avais plus fait de vidéos sur l'histoire du cinéma, les épisodes HDC, donc on est reparti aujourd'hui pour un nouvel épisode, on va partir des années 1930, du début du cinéma parlant jusqu'aux années 1945, le cinéma de guerre, mais avant ça, petit récap. Le cinéma naît le 28 décembre 1895 avec les premiers films des Frères Lumière et derrière ça il y a eu des années d'innovation avec par exemple le daguerréotype ou encore la photographie. Rapidement, ça devient un divertissement majeur d'abord dans les foires, puis son développement et sa nationalisation entraînent une production de masse, une production industrielle de films. C'est d'ailleurs dès les années 1910 que sortent de terre les premiers quartiers d'Hollywood que l'on connaît encore aujourd'hui. Après la fin de la Première Guerre mondiale, la France perd définitivement sa place de numéro 1 dans l'industrie et Georges Méliès a abandonné le milieu dû notamment à la concurrence écrasante et au capitalisme américain. Le burlesque se popularise dans le monde entier avec des vedettes comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton. D'autres genres apparaissent également sur la toile comme l'horreur ou l'épouvante avec Nosferatu le vampire de Fred Hitchcock ou encore les mélodrames de l'actrice Greta Garbo. Et à la fin de la décennie apparaît sur les écrans le premier film américain considéré comme sonore, Le chanteur de jazz d'Alan Crosland. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas la première tentative des studios de vouloir intégrer le sonore dans leurs œuvres. Tout comme pour la couleur, il existait déjà des dispositifs ou au moins des idées, mais le problème à l'époque c'est que soit ça coûtait trop cher, soit ça n'intéressait personne, soit les deux. Parce que à l'époque avoir des images en mouvement plus une musique rythmée par-dessus, c'était déjà une vraie révolution alors, et en plus ça faisait plaisir à tout le monde, alors pourquoi avoir plus? Et enfin les innovations c'était un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas toujours très bien vues et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant. Le chanteur de jazz sort en 1927 et est réalisé par Alan Crosland. L'histoire raconte les aventures d'un jeune garçon, Jackie, qui se fait chasser de la maison par son père pour avoir chanté dans un bar. Des années plus tard, il va rencontrer une jeune actrice qui va le propulser sur les grandes scènes de Broadway. En réalité, ce n'est pas tout le film qui est sonore, mais seulement quelques dialogues et quelques scènes chantées et synchronisées avec le système du Vitaphone. À sa sortie, le film est un véritable succès pour le public, mais pas pour les cinéastes. En effet, pour eux, cette innovation ne passe absolument pas, disant en gros que le cinéma est l'art de l'image en mouvement et non du son et que celui-ci n'a rien à faire dedans. C'est notamment le cas pour Charlie Chaplin qui va refuser pendant des années de faire des films parlants. Le premier et potentiellement l'un des seuls, vous le connaissez, c'est Le Dictateur sorti en 1940, soit 13 ans plus tard. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas remarqué, Les Temps modernes de 1936, c'est une critique de la société américaine et du cinéma parlant. Le film parlant s'attaque aux traditions de la pantomime que nous avons essayé d'établir avec tant de peine à l'écran et sur quoi l'art cinématographique doit être jugé. Le film parlant détruit toute la technique que nous avons acquise. Histoire et mouvement se soumettent à la parole pour permettre une reproduction exacte de sons que l'imagination du spectateur peut entendre. Insensiblement, notre jouet s'est mué en une forme d'art reconnu. Les acteurs savent que l'objectif enregistre non des mots, mais des pensées et des émotions. Ils ont appris l'alphabet du mouvement et la poésie du geste. Il ne pouvait y avoir de meilleure école pour un mime à l'écran, car l'essence du cinéma est le silence. Dans mes films, je ne parle jamais. Je ne crois pas que ma voix puisse ajouter à l'une de mes comédies. Au contraire, elle détruirait l'illusion que je veux créer, celle d'une petite silhouette symbolique de la drôlerie, un fait passé muscade, et non un personnage réel, mais une idée humoristique, une abstraction comique. 2 ans plus tard est organisée la première cérémonie des Oscars par les grands studios, dont la principale utilité est de se récompenser eux-mêmes. Oh Seigneur, la révérence! Alors non, en vrai je rigole, les cérémonies ne servent pas qu'à ça. Les Oscars servent également à définir ce qui est un bon film avec les thèmes qui sont abordés, la narration, le décor, les personnages, et tout ça permet de codifier les films et d'engendrer ce qu'on appellera plus tard le classicisme hollywoodien. Alors à mon avis, il y a déjà quelques problèmes à ce moment-là qui ne sont pas encore visibles, mais qu'on va retrouver plus tard, je m'explique. Autant les films classiques ont donné une renommée internationale
international à Hollywood, mais il y a aussi des points négatifs. Dans cette notion de classicisme, il y a l'idée de code, et dans les codes, il y a des réglementations, certes, mais il y a aussi des restrictions, et parfois des restrictions créatives. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sensibles et dangereux qui, en effet, on ne peut pas les aborder, mais il y a aussi des bonnes idées qui sont jetées à la poubelle. Ce que je veux dire par là, et on le voit beaucoup aujourd'hui, c'est que le cinéma est tellement lisse, tellement polé sur les bords que, en fait, on voit tout le temps les mêmes films racontant les mêmes histoires de la même manière. Et on le voit aujourd'hui, hein, avec des licences beaucoup trop longues, ou encore des remakes de remakes de remakes, juste parce que le film a été un succès quand il est sorti. Et ça, je trouve ça dommage parce que bon bah maintenant on est un peu plus libre, hein, certes, mais ça aurait pu quand même donner des bonnes idées, des bons films à l'époque avec des scénaristes qui ou même des scénarios qui ont dû être jetés à la poubelle alors que ça aurait pu donner de bonnes idées. Franchement, ça se trouve il y aurait eu peut-être Les Dents de la Mer mais version 1940, sauf que en fait vu que ça rentrait pas dans les codes, et bah le film il a été jeté à la poubelle. Et ça c'est un peu dommage. Bref, on revient à la vidéo. À l'arrivée du sonore, il en faudra pas plus à Hollywood pour perfectionner leur système d'enregistrement et ouvrir la porte à toutes sortes de nouveaux styles. C'est d'ailleurs vers 1931 que les derniers problèmes sont réglés et que le cinéma parlant se lance véritablement. C'est d'ailleurs cette même année, encore une fois, que sortent les films Dracula et Frankenstein. D'ailleurs, c'est à peu près à cette période que l'on commence à donner des surnoms à certains des plus grands studios d'Hollywood, notamment les Big Five et les Little Three. Mais c'est quoi? Les Big Five, ou autrement appelés les Majors, regroupent la Paramount, la MGM pour Metro-Goldwyn-Mayer, la 20th Century Fox, Warner Bros et la RKO. Les Big Five sont les plus grands studios Hollywood de l'époque, voire même du monde, et ils possèdent un réseau de salles qui permet de diffuser leurs films, ce qui en revanche n'est pas le cas pour les Little Three ou encore les Manor qui regroupent la Columbia, Universal et United Artists. Eux, ils sont célèbres mais n'ont pas de réseau de salles, ils ont des budgets plus restreints mais ils arrivent quand même du coup à faire des films à succès. En fait, il faut vraiment voir ça comme faisant partie d'un empire cinématographique à Hollywood. D'après IMDb, ce sont près de 4230 films qui ont été réalisés entre 1930 et 1939. Combien? Tout genre confondu, ça peut concerner les longs métrages, les courts ou encore les dessins animés. Et la grande majorité ne sont pas sortis en salle, mais ils ont au moins le mérite d'exister. En vrai, je pense que je vais faire une vidéo à part expliquant ce que c'est en profondeur que les Little Three, les Big Five, parce que si je dirais tout là, déjà la vidéo durerait 4 heures, il faut vraiment s'y plonger à fond pour vraiment comprendre tout ce qu'il y a derrière, donc on verra ça dans une autre vidéo. Du côté français, certains cinéastes de films parlants commencent à se faire connaître sur la scène nationale, comme Jean Renoir, Jean Vigo ou encore Jacques Feder. Petite anecdote pour Jean Vigo, en 1933 sort son film Zéro de conduite, le premier film parlant du réalisateur, retraçant l'histoire d'une révolte étudiante dans un foyer dont il a vécu durant sa jeunesse. À sa sortie, le film est rapidement censuré et jugé de anti-français pour montrer un côté révolutionnaire et, comme je l'ai dit, dans un cinéma très lisse des années 30, et pour montrer surtout une image assez dégradante des Français. Et il n'obtiendra son visa d'exploitation qu'en 1945. Et deuxième anecdote, pour son film La Talente, sorti l'année d'après, ce film devient l'archétype du film maudit, et ce pour deux choses. Premièrement, il y a de l'impro dans certaines scènes, ce qui est très mal vu à l'époque. Et deuxièmement, Jean Vigo tombe malade lors de la production, les producteurs sont obligés de terminer eux-mêmes le film, et Jean meurt quelques jours après la sortie du film, le 5 octobre 1934, à l'âge de 29 ans. Donc ouais, en quelque sorte, il doit être un peu maudit ce film, hein, vraiment. Et dernière petite chose concernant La Talente, en fait, il y aurait eu une première version par Jean Vigo, sauf que, bah voilà, comme je l'ai dit, il est tombé malade, et en fait, cette première version, on ne l'a jamais retrouvée. En fait, la vision qu'avait le réal pour ce film, ça reste un peu un mystère. Avant 1936, les films français se passaient souvent dans un décor urbain. Les histoires se passaient généralement à Paris, et derrière ça, il y a une raison, et notamment politique. Le gouvernement français de l'époque
l'époque était principalement de droite sous la présidence d'Albert Lebrun. Mais à la victoire du Front populiste en mai 1936, un parti majoritairement de gauche, Léon Blum devient président du Conseil des ministres et c'est d'ailleurs à cette époque-là que les congés payés sont actés. Les films ayant avant des décors plutôt urbains montrant les hautes classes de la société parisienne avec des personnages raffinés et romancés sont remplacés par la suite par un décor un peu différent, plus rural et mettant en scène un monde paysan et les personnages qui vont avec. Malheureusement en 1939, vous savez ce qui se passe, un petit moustachu pète son plomb et la Seconde Guerre mondiale éclate. Et à partir de maintenant, je vais raconter les événements pays par pays car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En Allemagne, le régime de Wehrmacht dure de 1918 à 1933 et cette année-là, Voldemort obtient le pouvoir. Côté cinéma, l'expressionnisme est le fer de lance du cinéma allemand ou en tout cas le plus connu des réalisateurs allemands. Détail à savoir, dès 1924, la jeunesse hitlérienne propose d'aller au cinéma afin d'éduquer la population et d'aller voir les films et ça a apporté ses fruits puisque dès 1934, soit 10 ans plus tard, il y a eu plus de 11 millions d'entrées. Hasard de dingue, Hitler et Goebbels sont fans de cinéma à tel point où celui-ci obtient un statut officiel au sein du parti nazi dès 1932 et il devient un vecteur de la transmission de l'idéologie nazie. Le but principal du régime, vous l'avez compris, c'est que le cinéma devienne un outil de propagande. Pour cela, le ministère mis en place encadre le cinéma allemand en créant plusieurs groupes de films. Les films de groupe 1 étant les meilleurs et recommandés par le régime. Les films de groupe 2 sont un peu moins importants mais restent éducatifs. Et enfin, les films de groupe 3 sont un peu moins éducatifs mais sont divertissants. Pour créer ces films, il y a deux principales compagnies, la UFA et la Tobis. C'est en 1942 que les films deviennent totalement sous le contrôle du régime. À cette époque, Fritz Lang est le plus grand réalisateur allemand ayant déjà réalisé des films connus comme Metropolis, Le Testament de Mabuse ou encore M. le Maudit. Le gouvernement, du moins le régime nazi, n'hésite pas à se rapprocher de lui afin qu'il puisse à terme travailler sur des films de propagande. Sentant le mauvais coup venir, celui-ci va refuser de faire des films et il va quitter l'Europe quelques années après pour les États-Unis. Comme fallait s'en douter, le régime instaure quand même une propagande visant à informer la population sur l'actualité du point de vue du régime. Et en plus de ça, le but est aussi d'éduquer la jeunesse à l'idéologie. Et pour ça, des réalisateurs travaillent sur des films narratifs dès 1933. Malheureusement pour les nazis, ou plutôt heureusement pour nous, les films ne connaissent aucun succès et sont arrêtés assez rapidement. Et globalement, pendant la période de l'occupation, en Europe, il n'y a pas vraiment de changement de style dans le cinéma, hormis peut-être quelques thèmes et quelques changements, mais sinon ça reste plutôt une continuité des années 30 sans réelle rupture finalement. En France, c'est un peu particulier. En zone nord, donc en zone sous l'occupation, on diffuse des films allemands, des cinémas sur Paris ne sont réservés qu'aux soldats et on interdit les films américains. La compagnie La Continentale est créée pour la réalisation de films français, mais elle est financée par les Allemands, très certainement pour avoir un droit de regard et surtout un droit de censure dessus. Environ 220 films sont réalisés lors de l'occupation, dont 30 films par la Continentale et 14 par la compagnie Pathé. La Continentale possède son propre réseau de salles, la Sojek, ayant appartenu autrefois à des juifs. Enfin, il y a d'ailleurs la première création de l'école de cinéma qui deviendra plus tard la Fémis. Et pour finir, il faut se rappeler que le cinéma rattrape souvent la réalité, ou du moins c'est souvent la réalité qui rattrape le cinéma, c'est-à-dire qu'étant en période de guerre, les lumières des villes sont souvent éteintes le soir afin d'éviter les bombardements et des couvre-feux sont mis en place. Et les équipes techniques, elles n'ont d'autre choix que de suivre les ordres, ce qui peut ralentir, voire stopper totalement la production d'un film. Il y a donc, à cause du conflit, des bombardements et des couvre-feux, des films qui vont réellement prendre plusieurs années à être tournés. En zone sud, le régime de Vichy veut réglementer le cinéma en créant le COIC. Ce dernier autorise ou non à une personne d'exercer dans l'industrie grâce à des cartes professionnelles d'identification. Vous vous en doutez, mais les juifs ne sont forcément pas autorisés à travailler et lorsqu'ils le font, c'est dans la clandestinité. Et leurs noms ne sont pas affichés dans les génériques de fin.
Autre chose, le COIC interdit également les doubles programmes, c'est-à-dire 2 films pour le prix d'un. Car oui, ça se faisait à l'époque. Ce qui est bien avec cette mesure, c'est que ça favorise les courts-métrages alors peu diffusés et ce qui met donc en avant les futurs réalisateurs des prochaines décennies. Mais parallèlement, les choses sont plus compliquées, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a toutes les institutions au nord du pays, et essentiellement à Paris, et bien dans le sud, on est un peu dépourvu de moyens financiers ou même de moyens techniques. Par conséquent, un marché noir s'est créé tout autour des pellicules et du matériel. Et franchement, je trouve ça fou de se dire qu'à l'époque, un marché comme ça existait. Hey, fou! Ne bougez plus! Alors, on essaie de cacher quelque chose? Une paquette ou un fromage peut-être? Non, non, pas du tout, monsieur, c'est pas ça. Nine! Lève tes mains! Nine! Je vous arrête! À Vichy, la loi visant à exclure les juifs du secteur cinématographique est votée en 1940. Il y a donc 2 possibilités pour eux à ce moment-là, soit partir du pays et aller aux États-Unis essentiellement, ou comme je l'ai dit, travailler dans la clandestinité. Et enfin, comme dans la zone nord, le régime de Vichy censure en n'évoquant pas dans les productions les États-Unis ou encore l'Angleterre. Alors pour l'Italie, je ne vais rester que très peu de temps dessus, mais en gros vous l'avez compris, il y a de la propagande faite par le régime fasciste et Mussolini contrôle plus ou moins tous les pôles du divertissement, dont le cinéma. Entre 1952 et 1951, un nouveau mouvement apparaît, celui du néo-réalisme italien. Et là, en fait, l'idée repose sur la fondation d'une nouvelle société après le fascisme. Donc c'est un peu avec le même délire que les nazis avec Germania et le Troisième Reich. Et ce mouvement est au total opposé du précédent qui est celui des téléphones blancs. Alors pour faire simple, le mouvement des téléphones blancs c'est quoi? Eh bien ce sont des films italiens, un peu nanar, on va pas se le cacher, dans lequel à un moment donné on voit systématiquement et dans chaque film des téléphones blancs. On va terminer sur les États-Unis. Avant leur entrée en guerre, Hollywood va bien prendre soin de ne absolument pas mentionner le conflit qu'il se passe en Europe. Et en fait, derrière ça, le message des Américains est simple, ce combat ne nous concerne pas. Et en Europe, c'est comme je l'ai dit, les films américains sont interdits par les différents régimes, à part peut-être quelques-uns qui passent à travers les mailles du filet, notamment dû probablement au marché noir. Néanmoins, ils vont faire un rétro-pédalage quelques années plus tard pour un événement bien précis et vous le connaissez, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 1941. Après cet événement, les États-Unis rentrent en guerre comme vous le savez et ils décident de changer de cap brutalement en développant une propagande dite interventionniste pour le peuple américain. Et bien sûr, c'est Hollywood qui va s'occuper de ça. Le gouvernement distribue aux grands studios des manuels d'information sur la façon dont ils doivent aborder la guerre dans leurs films. Et de ce fait, il y a plusieurs changements. Déjà, avant le début d'une séance, il y a un point d'actualité sur ce qu'il se passe en Europe et sur où en est l'armée américaine dans le conflit. Et aussi, il y a la question de à qui s'adresse le film, car maintenant les scénarios abordent le thème de la guerre, ou en tout cas de la rupture amoureuse due à l'arrivée au pouvoir des nazis. Il y a aussi des points d'actualité sur la guerre en Europe, et tout ça dans un contexte de guerre, donc en fait on se demande si les films ne seraient pas plutôt des documentaires. Et on dit à ce moment-là en fait qu'on brise ce qu'on appelle le 4e mur, donc celui de la fiction, et qu'au final le film, enfin du moins les scénaristes, s'adressent directement aux spectateurs, car c'est un peu le cas. Et enfin, auparavant dans les films, il y avait le classique happy end, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et pourquoi? Étant donné qu'à l'époque on ne savait pas vraiment quelle serait l'issue de la guerre, on ne savait pas que les États-Unis allaient gagner et que les nazis allaient se casser la gueule, les happy end ont été retirés à la fin des films car l'avenir était incertain.
Parallèlement à ça, bon nombre de personnes vont être motivées par l'idée d'un star system à Hollywood et vont décider de quitter leur pays pour aller aux États-Unis tenter leur chance. En fait, depuis les années 30, il y a une véritable émigration qui arrive là-bas et en fait le changement, ça va leur faire tout drôle. Parce que si dans leur pays, les artistes et les acteurs sont de véritables stars, ils sont reconnus, et bien à Hollywood, ils ne sont personne. Pourquoi? Parce que personne ne les connaît. Ils doivent donc se reformer une réputation de zéro. Et en plus de ça, leur nom, ou du coup leur changement de nom, ce qu'on appelle l'américanisation, doivent sonner bien américain, sinon ça colle pas. C'est d'ailleurs le cas pour l'acteur Jean Gabin, qui sonne bien trop français pour eux. Jean Gabin, c'est... ouais, non, c'est de la merde quoi. Néanmoins, ça n'empêche pas ces personnes qui viennent d'arriver d'apporter leur savoir à Hollywood, ce qui sera bénéfique dans l'un comme dans l'autre. Malheureusement, comme je l'ai dit, certains Européens vont pas réussir à percer aux États-Unis parce qu'ils ne collent pas avec la mentalité américaine et celle des grands studios. C'est le cas, comme j'ai dit, pour encore une fois Jean Gabin qui va tenter de faire quelques rôles mais qui ne va pas réussir et puis de toute façon quelques temps après il va être appelé au front. Car oui, on n'en avait pas encore parlé mais ce sont près de 22% du personnel des studios qui vont partir au front pendant 4 ans. Le 2 septembre 1945, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée et s'envolent avec elle les idéologies fascistes et nazies. Et nous verrons ce qui se passe par la suite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parlé de ça, ça a été aussi un plaisir de vous revoir, enfin vous revoir à travers la caméra, mais bref, on se comprend. Et restez à l'affût car de prochaines vidéos arrivent. Bye bye.